16h02, c'est pas si mal. Bon timing. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et merci de votre présence donc, pour cette table ronde qui va avoir donc pour sujet automatiser, optimiser, piloter. Donc on va rentrer vraiment dans du concret. L'IA, données et outils pour transformer votre organisation. Quand on parle d'organisation, on va se focaliser principalement sur les organisations de type TPE, PME, établissements publics éventuellement. Donc on ne va pas taper du grand compte ou de la très grosse ETI. Donc notre discours sera orienté plutôt sur ce type de cible. Pour démarrer, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je vous propose, c'est que chacun puisse pitcher, se présenter. Donc vraiment en une minute, votre nom, votre rôle et votre expertise en une phrase. Donc on va commencer par Pierre. Bonjour à tous, Pierre Dagrin, je suis expert comptable associé chez Exco, un groupe d'audit et d'expertise comptable, et cofondateur de Théogest, qui est une start-up qui a développé un ERP en mode SaaS en 2012, que l'on a commencé à commercialiser en 2016 et qui a été racheté par Septéo en juillet 2025. C'est tout frais. Parfait, merci. Cyril. Oui, merci Thierry. Donc Cyril Martin, CEO de Cybert Solutions France, une filiale d'un groupe allemand, Cybert, qui est spécialisé dans le conseil, la formation et l'accompagnement autour des outils Atlassian. Donc, si vous utilisez Jira, Confluence, je pense 3/4 d'entre vous présents ici, et bien, sachez que nous pouvons vous aider dans la gestion de vos licences, l'accompagnement, la formation, le paramétrage de vos outils. Thomas. Thomas Soulier, alors j'aurai deux phrases parce que j'ai deux casquettes. La première en tant que CEO, PDG de la société Mobix, qui fête ce soir ses 15 ans à 17h, vous pouvez nous retrouver en bas, qui est un cabinet de conseil en optimisation de la performance par le digital, et on fête nos 15 ans cette année. Et depuis 2 ans, je mène une BU, je laisse la grosse partie du business à mon board sur l'IA, et j'occupe actuellement à 50% un rôle de directeur des opérations dans une société qui s'appelle Storvat, qui vend des saunas et des spas de très très haut de gamme, très beaux, fabriqués à Megève. Et il se trouve qu'on a déployé toutes nos solutions chez eux, et là ils me demandent les opérations, avec de l'IA aussi, donc on pourra revenir dessus. Bon, pour ma part, je suis connoté Lamellé, effectivement, en tant que membre depuis 25 ans maintenant, donc depuis l'origine aux côtés d'Edouard. Et à titre professionnel, je travaille pour CRM ERP Catalyst, qui est un cabinet conseil en aide au choix de solutions logicielles, CRM et ERP principalement, auprès des entreprises de toute taille. Donc, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet. Très concrètement, l'objectif, ça va être de voir comment l'IA, les données, les outils transforment-ils concrètement l'organisation de nos structures aujourd'hui. Et pour démarrer, je vous propose de démarrer avec une question très directe, en 2 minutes maximum. Est-ce que vous pouvez me partager un exemple concret où l'IA, la data ou un outil quelconque a transformé un processus dans votre organisation ou celle de vos clients, si vous le désirez, et quel était son impact? Donc je me retourne vers Pierre. 2 minutes. Donc en fait, nous, notre argument, c'était de dire qu'on allait proposer à nos clients d'avoir une comptabilité à jour au moins mensuellement. Donc refaire de la base comptable vraiment la base de l'outil de gestion. Donc pour cela, il fallait que la comptabilité soit à jour. Donc c'est facile lorsque les factures de vente sont faites sur le logiciel interne, quand l'intégration de la banque se fait toutes les nuits, donc tout ça c'est à jour. Il restait le process achat. Le process achat, eh bien, on est arrivé à faire ça tout d'abord avec de l'ossérisation via de la machine learning. Donc on avait une efficience de plus en plus forte dans la reconnaissance de l'écriture comptable à valider sur ces achats. Et depuis 1 an, on a intégré du Mistral pour pouvoir faire en sorte que les champs libres puissent être encore mieux lus et affiner la proposition d'écriture comptable. Ce qui a fait que
ça accélère le processus d'intégration des achats dans la comptabilité, mais même ça génère une réinternalisation de cette fonction au sein des entreprises. C'est une vulgarisation en fait de la comptabilité qui permet à des personnes non sachantes de pouvoir valider ce type d'enregistrement comptable. Donc notre souhait de départ, notre promesse de départ a été atteint grâce à cette capacité de l'IA à pouvoir intégrer les achats et à permettre à l'entreprise d'avoir une comptabilité à jour en fin de mois. Alors tu viens de citer Mistral, petit sondage rapide. Qui connaît Mistral dans la salle? Bon, ça va, ça fait plus de la moitié de la salle. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un acteur français de l'IA. Tout le monde connaît ChatGPT, tout le monde connaît DeepSeek en Chine, Claude et ainsi de suite. On a un acteur aujourd'hui qui est valorisé à 1,4 milliard, il me semble, donc qui est une multilicorne aujourd'hui. Plus que ça, 10 Et qui est milliards. 10 milliards. 10 milliards, pardon, excusez-moi, 10 milliards, effectivement, chez qui on vient d'investir 1,4 milliard avec des Hollandais. Donc voilà, on a un acteur de l'IA aujourd'hui en France, mais qui a, je crois, quelque chose de particulier, c'est qu'ils sont en plus dans un schéma dit open source. Ça veut dire qu'on peut rapatrier leur noyau, leur code d'IA à l'intérieur de ses propres configurations et ses propres serveurs. Et vous avez choisi d'utiliser la plateforme externalisée de Mistral ou vous avez internalisé? Non, open source pour pouvoir garder la propriété de données. D'accord. Donc vous travaillez pour le coup en toute autonomie. C'est vous qui maîtrisez totalement votre flux. Parfait. Cyril, peut-être un usage concret? Tout à fait. Alors, au sein de la suite Atlassian, peut-être que vous le savez, il y a un agent IA qui est présent, qui s'appelle Rovo, qui est devenu l'élément centre, vraiment le centre, le noyau même de l'ensemble de la suite Atlassian. Donc auparavant, peut-être que vous utilisiez Jira, Confluence. Atlassian a décidé de mettre... Alors, juste, excuse-moi. Oui, pardon. Est-ce que tu peux expliquer la typologie de solutions dont il s'agit? C'est des logiciels qui servent à quoi? Ah oui, pardon. Oui, je pars du principe que tout le monde utilise, même si les 3 quarts d'entre vous... Si je fais un sondage, je pense qu'il y aura moins de monde. Oui, alors Jira, c'est un outil de ticketing. Donc à partir du moment où vous avez un processus, eh bien, en fait, le workflow de ce processus peut être implémenté dans Jira et donc être suivi dans Jira, outillé, comme ça. Confluence, c'est plutôt une base de connaissances ou base documentaire. Donc au sein de l'entreprise, ça peut être lié justement à votre phase d'implémentation ou vos workflows, mais ça peut être aussi la documentation que vous fournissez à vos utilisateurs internes ou utilisateurs externes, comme une base de support, une base de connaissances. Donc là, ce sont des outils vraiment qui ont été les outils premiers développés par Atlassian, donc un outil gestion de tickets et on va dire du wiki d'entreprise. Et Atlassian a fait le choix de ne plus parler de ces outils, mais de mettre au centre de tous ces outils l'intelligence artificielle. On va mettre Rovo, il l'appelle Rovo. Et quel est l'intérêt de tout ça? C'est que Rovo va pouvoir aller indexer l'ensemble des contenus que vous produisez pour votre entreprise, va pouvoir aussi se lier à d'autres solutions que celles d'Atlassian, par exemple du Figma, du Canva, du Google Drive. Donc ça, vous configurez, vous mettez en place le lien. Et Rovo va créer ce qu'Atlassian appelle un team graph. Et le team graph, c'est ce que c'est? C'est le lien de l'ensemble des connaissances que possède votre société. Donc en effet, c'est quelque chose qui est plutôt fermé. C'est dans un vault privé que ce team graph se compose. Et ça permet d'aider tous les utilisateurs de la plateforme, de l'instance, à plein de choses. Et donc j'ai 2 cas concrets à vous présenter. C'est notamment, moi, je vous ai présenté Cybert, c'est une société allemande. Nous, on est en France avec Kevin. Donc, on fait de la doc français. Les Allemands ont fait de la doc en allemand. La filiale aux États-Unis a fait de la doc en anglais. Comment faire une recherche dans ce cadre-là? Finalement, en utilisant Rovo, en faisant une recherche au travers de l'IA, ça nous permet de retrouver de l'information, peu importe quelle était la langue d'écriture. Donc ça, c'est un des usages que nous avons au quotidien et qui nous permet de sauver pas mal de temps en termes de recherche, plutôt que de trouver les correspondances des mots en allemand. Le deuxième usage, qui est majeur et qui est intéressant de par le team graph mis en place par Rovo, c'est de se dire, je pars en vacances, je reviens le 27 août, pendant 2 semaines, il s'est passé plein de choses. Mais que s'est-il passé? On peut demander à ses coéquipiers de nous faire une synthèse, de faire des notes, mais on peut demander à Rovo de le faire. Rovo, de par votre position, des interactions que vous avez avec les autres collaborateurs, des projets sur lesquels vous travaillez, des pages que vous suivez, va vous faire une synthèse, en simplement lui demandant que s'est-il passé sur ces 2 semaines, va vous faire une synthèse de toutes les évolutions, les livraisons, les modifications majeures qui ont été faites. Et ça, vous le faire en même pas 10 secondes. Ça, rien que pour ça, c'est un super gain de temps qui est utilisé plutôt en Allemagne, parce qu'ils ont des plus grosses équipes que nous en France, qui sommes tout jeunes.
Mais c'est vrai, un vrai usage qui permet de... potentiellement, la personne qu'on est revenue, elle n'est pas là pour faire la synthèse. Donc, Rovo nous permet d'avoir cette synthèse complète sur tout ce qui a pu se passer, aussi bien sur Jira, Confluence, mais aussi sur Google Drive ou sur Figma. D'accord. Et là, on parle bien de data interne à la solution. Interne à l'entreprise, exactement. Tout à fait. Thomas, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Alors, j'allais parler de la solution intégrée de Zoho Intelligence Artificielle à du ticketing, mais qui est un concurrent quelque part de Jira. Mais je vais prendre donc un autre exemple, puisque ça a été développé ici. L'autre exemple qui me vient en tête, c'est la fabrication pour des sociétés de services de documents d'offres commerciales. Quand je dis bien offre commerciale, ce n'est pas un devis qui est un document de préfacture, c'est une présentation d'analyse du besoin du client, c'est la solution qui va être mise en place, c'est le plan de risque, c'est le planning, c'est l'échéancier de paiement, c'est les consultants qui vont être associés, etc. etc. Et on a commencé il y a 2 ans pour Mobix avec cet objectif-là. Une offre de ce type-là, pour donner quelques métriques, c'est forcément des directeurs qui les valident et souvent qui les font. Souvent dans des timings qui sont en dehors des horaires de business, on fait d'abord nos clients et puis après on fait ceux qu'on veut gagner. Et ça prenait entre 10 et 20 heures pour faire un document comme ça, avec des cahiers des charges, des fois paluchés d'une centaine de pages, etc., etc. Et donc grâce à l'ensemble Zoho CRM qui collecte de la donnée, plus la voix sur IP AirCall qui collecte tous les appels, plus tous les Teams et les Zooms qui reviennent dans un outil qui s'appelle Lexi, on crée de la data. Et à partir du moment en IA où on crée de la data et qu'on lui donne du contexte à cette IA et qu'on lui dit voilà, je veux que tu me sortes un document qui va avoir ces 5 chapitres-là, qui sont analyse du besoin, qui sont proposition de l'offre, le planning, l'échéancier, les conditions de paiement, potentiellement les risques, et qu'on entraîne cet agent IA, on est capable de prendre cette donnée et en fait de faire trémouliner une réponse, y compris en regardant la disponibilité des consultants qui pourraient être affectés en fonction de leurs compétences et de leur disponibilité dans cette offre commerciale qui à la fin va avoir les CV des consultants. Donc ça, c'est un gain phénoménal parce qu'aujourd'hui, la génération de ça, c'est environ 10 minutes. Néanmoins, il faut le relire comme ce document, parce qu'on oublie souvent pour les gens qui débutent en IA, c'est que la personne qui est responsable de ce que vous sortez, c'est pas l'IA, c'est vous. Et il peut y avoir des erreurs, des problèmes d'entraînement, des problèmes de compréhension, etc., etc. Donc ça augmente votre capacité dans ce cas-là, mais dans de nombreux cas, et probablement aussi chez vous. Donc il faut être extrêmement prudent. Mais le cas d'usage que je donnerai ici, c'est quelque chose qu'on a déployé chez pas mal de clients, c'est de transformer, de faire des offres commerciales, y compris dans un monde inattendu. Par exemple, on a des gens qui font de l'ameublement haut de gamme pour des pharmacies. Ils faisaient des simples devis sur Ciel ou EBP ou un de ces logiciels horribles que j'appelle des dinosaures. Et on a pris le contenu du devis, on a entraîné l'IA pour des photos, pour des plans de risque, etc. Et on a combiné en fait un devis qu'il continue à faire, qu'il gardait s'il signait, pour en faire quelque chose, un document sympa, parce que quand on vend des belles choses, il faut qu'il y ait des belles offres commerciales, quitte à mettre des images qui sont des images maison, pas forcément faites en IA. Et donc il y a plein de cas d'usage en reprenant de la donnée existante, entraînant un agent, et en sortant un document de type offre commerciale. Mais ça, c'est qu'un exemple parmi d'autres. OK. Alors, vous remarquerez que les 3 exemples qui ont été donnés sont des exemples que je vais appeler type small data et non pas big data. C'est-à-dire que vous n'allez pas chercher les données à l'extérieur. Dans les 3 cas de figure, vous travaillez sur de la data interne. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les solutions logicielles sont suffisamment bien adaptées pour commencer à proposer des fonctionnalités IA à l'intérieur même de leur base de données, sans avoir à sortir à l'extérieur, sans prendre de risques. Donc ça, c'est assez intéressant, mais on parlera du reste après. Et si je peux me permettre aussi le point commun, et je me faisais la réflexion ce matin en venant, il y a 2 ans, j'étais ici même, j'ai fait aussi un atelier, et je montrais beaucoup comment faire des vidéos en IA, comment faire des avatars, etc. il y a 2 ans, et le point commun de ces 3 cas, c'est que ça travaille sur le process de l'entreprise. Oui. C'est le cas de la comptabilité, c'est le cas de la finance, c'est le cas de Atlassian, c'est le cas que je viens de donner, et je pense que l'étape d'après, c'est d'oublier tous ces guignols qui vous disent les 150 outils les plus utiles sur l'IA, et se poser la question, quels sont vos processus, quels sont vos points de friction, parce que vous avez de la douleur, quelle est la qualité de vos données pour l'intégrer dans vos processus. Commencez par un processus, que ce soit de la finance, que ce soit du ticketing, que ce soit du commerce, On va en et parler. l'intégrer au fur et à mesure. Alors justement, ce que je vous propose, c'est de rentrer maintenant dans le vif du sujet autour de ces 3 termes,
automatiser, optimiser, piloter. Donc je commencerai par automatiser. Pierre, en particulier, ma question serait quel processus automatiser en priorité, ou du moins tel que vous l'avez fait chez vous, et quels outils pour quels besoins? Des agents IA, de l'IA générative, du low-code, enfin voilà. Qu'est-ce que vous proposez? Nous, c'est installer des agents IA à l'intérieur du logiciel de comptabilité. Après que l'on ait fait cette automatisation d'un process, nous, l'objectif, c'est de pouvoir utiliser la base de données qui représente la comptabilité, voire aller plus loin, puisque comme on est dans une base de données, il faut voir que historiquement, les logiciels de comptabilité étaient en silo, entreprise par entreprise. Aujourd'hui, les logiciels de comptabilité sont plutôt des data lakes, et on est capable de pouvoir en analyser beaucoup. Notre objectif, nous, c'est de gérer des risques sur des comportements inhabituels ou inadaptés, style un comptable qui travaille la nuit, les week-ends, qui ne prend pas de congé, ça veut dire que c'est un peu louche, il cache des choses, ou des écritures qui ont été annulées de manière assez régulière. Ça aussi, c'est des comportements qui peuvent donner moyen de pouvoir gérer les risques. Donc la gestion des risques est un sujet important. Et puis aussi tout ce qui est aide à la gestion de l'entreprise pour avoir des tableaux de bord toujours plus efficients et donc pouvoir retirer des informations les plus pertinentes possibles pour pouvoir piloter l'entreprise. On en parlera peut-être dans le troisième mot. Dans l'automatisation, tu parles d'agent IA. Tu peux préciser un petit peu ce que c'est qu'un agent IA, comment on l'obtient? C'est en fait une sorte de... Alors, je ne suis pas un super technicien, mais c'est un petit logiciel qui travaille sur le logiciel lui-même et qui, à la demande, peut faire une analyse qui est prédéfinie. Donc sur des déclencheurs, il va se mettre à réagir et à pousser des informations ou à... Voilà, à la fin du mois, je veux mon tableau de bord et il sort le tableau de bord avec toutes les informations qu'il a retirées de manière pertinente. Ok. Cyril, tu peux nous donner des exemples comme ça d'automatisation? Oui, alors pour ceux qui connaissent déjà Jira et Confluence, ils savent qu'il y a la possibilité de mettre en place des automatization rules. Et ben, l'intelligence artificielle d'Atlassian, Rovo, permet justement de bypasser ce complexe, cette étape de connaissance technique pour créer ces règles d'automation. Donc Rovo, tout simplement en lui exprimant ce qu'on souhaite avoir comme comportement, va pouvoir implémenter cette règle d'automatisation afin de directement la mettre en œuvre dans l'outil. Une requête en français. Exactement. Simplement. Complètement formulée, avec une phase de test, bien sûr, sur un jeu de données pour voir comment elle peut être exécutée, quel sera le résultat, et de dire cette règle-là, en effet, générée par Rovo, je la mets en œuvre dans un ticket Jira ou une page Confluence afin de générer, je sais pas, X pages. Tu en fais une routine quelque part. Exactement, qu'on va automatiser, qui va avoir un trigger, un déclencheur, qui lancera cette règle à chaque fois que le déclencheur se lance. Ça, c'est la première automatisation. Et après, sur la partie autre élément qu'on pourra automatiser, c'est cette notion d'agent, comme ce qui a été mentionné. On peut, grâce à Rovo, créer des agents qui vont pouvoir aider sur de l'analyse de données, analyse de pages, afin d'être une force de proposition sur la revue d'un ticket, pour proposer des pages amenant des solutions, par exemple, aux problèmes relevés dans le ticket, ou pouvoir, au sein d'une page dans laquelle un product owner, donc un responsable produit logiciel, a exprimé un besoin très haut niveau, le découper en tâches plus fines, de façon à ce qu'elle puisse alimenter le backlog, la liste des tâches des équipes de développement. Donc ça, un agent Rovo peut être créé exprès pour ça et faire ce travail-là. Ou détecter, par exemple, des degrés d'urgence extrêmement importants. Tout à fait, par rapport à un volume de tickets de support remontés, agréger les tickets, les lier entre eux, et les remonter dans la file d'attente pour qu'ils soient traités en priorité. Ok. Thomas, autour de l'automatisation. Alors moi, j'aurais une approche un peu différente et je n'utiliserai pas l'automatisation, parce que l'automatisation, ce qui nous concerne, et sans me mettre en porte-à-faux avec mes confrères ici, c'est ce qui existe depuis toujours, c'est if, then, that. S'il y a telle condition, alors je fais faire telle condition. Et je vais expliquer ça, par exemple, avec du recouvrement de factures. Dans tout logiciel à peu près bien foutu de facturation, il va y avoir une règle qui va dire au premier retard de 7 jours, tu vas envoyer un email plutôt sympa. 14 jours après, tu envoies un email un peu moins sympa. 3 semaines après, tu envoies un email pas très sympa et tu mets le DAF en copie ou le PDG. Et au 5e email, tu te connectes en API pour envoyer une lettre recommandée. Ça, c'est ce que j'appellerais de l'automatisation et c'est ce qu'on sait faire depuis 30 ans en informatique. Et parfois, il y a des dirigeants qui disent « Ah, avec l'IA, je vais pouvoir faire ça ». Mais je pense qu'un peu plus loin que ça, c'est ce que j'appellerais du comportemental contextuel. Et je vais reprendre cet exemple-là, puisque nous distribuons une solution qui est absolument géniale, qui s'appelle Billabex.
Et quand on la déploie, on dit on va vous aider au recouvrement de factures. Tout le monde nous dit mais on le fait ça toutes les 3 semaines, etc., etc. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que le comportement de facture va apprendre en fait d'un comportement d'un client. C'est un peu ce que disait Pierre tout à l'heure. Il va y avoir un agent qui est considéré et connu, et je ne devrais pas le dire trop fort, comme une vraie personne physique, qui va interagir par email et qui va être capable de comprendre qu'il y a un problème sur, par exemple, la dernière livraison où il manquait un produit dans la livraison, écrire aux opérations pour dire est-ce que vous le savez, les opérations disent ben oui, ça on le sait, on a livré le prochain produit, et donc l'agent va répondre dans la foulée en disant la livraison elle est là, voici le numéro de transport de livraison, peu importe. Donc ça c'est vraiment du contextuel, et c'est vraiment comme ça que moi je considère les agents qui sont capables de prendre un contexte donné et d'avoir une vraie stratégie comportementale par rapport à cette situation. Et là où c'est dangereux, c'est que l'informatique est déterminée à l'avance. En général, on sait ce que ça fait, tandis que l'IA, eh ben, là où nous on flippe quand on met un peu en place des agents, c'est qu'on n'est pas sûr que ça va se comporter comme on l'imagine concrètement. Et c'est en ça que le mot automatisation, je le mettrai un petit peu à ma sauce. Ok. J'en profitais pour faire un petit sondage dans la salle. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà lancé dans leur organisation ou pour leurs clients des processus d'automatisation de ce type? Quelqu'un peut nous raconter? Oui? Si on peut donner le micro au monsieur qui est là-bas. Alors moi j'ai travaillé sur la radiothérapie. Donc l'automatisation concernait la segmentation d'organes à risque. Pendant le traitement de radiothérapie, les médecins ont besoin de contourer les organes à risque pour savoir ce qu'il faut pas radier. Et en général, on donne ces tâches aux stagiaires. Des fois, le médecin le fait lui-même. Et ça prend beaucoup de temps. C'est rassurant. Et avec l'intelligence artificielle, ça se fait assez rapidement et la performance est assez bien, même meilleure que celle des médecins, parce que des fois, il y a des différences entre un médecin et un autre. Donc ça permet d'automatiser et de démocratiser aussi. C'est-à-dire que tous les médecins, ça donne comme une sorte de baseline, si vous voulez, où les médecins sont tous d'accord et il n'y a pas de différence. Je crois savoir qu'aux États-Unis, le métier de la radiographie est en train d'évoluer véritablement, parce que l'IA est utilisée à très grande échelle chez eux, et avec des degrés de fiabilité qui sont absolument remarquables, que l'homme n'arrive pas à égaler. Oui. Donc ça va arriver aussi chez nous très rapidement. Ça a déjà commencé. Je sais que certains médecins commencent déjà à l'utiliser. Parce que, en gros, le médecin, quand il contourne l'image, il contourne suivant ce qu'il voit. Donc, par exemple, une différence de contraste. Alors que l'IA, elle peut voir des trucs que le médecin ne voit pas, n'arrive pas à voir directement sur l'image. Par exemple, faire des relations entre un pixel qui est au bout et un pixel qui est... et donc ça prendrait beaucoup de temps pour le médecin, alors que l'IA le fait très rapidement. Tout à fait. Ok, merci. Est-ce qu'il y a un autre témoignage? Oui, monsieur devant. Mettez bien devant la bouche. Vous m'entendez? Oui. Ouais, très bien. Du coup, moi, je propose des solutions d'automatisation. Du coup, je bosse avec pas mal de clients. Et là, en l'occurrence, j'avais un client qui propose des voyages sur mesure. Et en fait, avant, à la main, elle venait tout faire. Donc, elle venait créer les roadbooks, elle venait faire tous les côtés visuels. Et aujourd'hui, au sein de la solution qu'elles utilisent, moi, je suis venu automatiser tous les process. Donc, ça va venir récupérer toute la data qui a été prise en amont lors des premiers rendez-vous avec le client, tous les besoins, etc. Et ça va venir créer automatiquement derrière tous les roadbooks, tous les visuels. Créer tous les process automatiquement, ce qui leur a permis de gagner des dizaines et des dizaines d'heures, parce qu'en général ça leur prenait à peu près 10 heures pour créer un simple roadbook. Aujourd'hui on est sur 30 minutes, elles ont juste à vérifier que tous les éléments sont cohérents, etc. Et voilà. Et ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Le résultat est probant. Ouais. Ok, voilà. Merci, c'est intéressant. Merci beaucoup. Donc ça c'était le premier mot, automatiser. Je vous propose de passer sur optimiser. Alors, dans optimiser, comment passer de la collecte de données à l'action? Et quels outils d'analyse font, d'après vous, la différence? Comment passer de la collecte de données à l'action? Quand j'ai récupéré mes datas, comment j'agis? Alors nous, forcément, il y a une optimisation du rendement et de la productivité.
Bon, faut savoir qu'une facture, pour enregistrer une facture, ça prend entre 1 minute et demie et 2 minutes. Parce qu'en fait, ça fait au minimum 5 lignes. Et quand vous passez à de l'ossérisation et avec de l'IA, et tout ce que je dis aujourd'hui, demain, ça sera faux. Hein, parce qu'en fait, bientôt, il n'y aura plus de facture papier ou PDF, électronique. de la facture électronique. Donc, tout ce qu'on fait aujourd'hui avec de l'IA sera fait différemment dans 1 an et un peu plus. Et donc, on arrive maintenant à faire de l'enregistrement de factures d'achat en moins de 30 secondes. Donc, ça, vous voyez l'optimisation du rendement. Donc, ça fait gagner du temps, soit à l'expert comptable, enfin au cabinet d'expertise comptable, soit ça permet de pouvoir réinternaliser cette tâche, donc bien sûr des honoraires en moins. Donc, en termes d'optimisation des coûts de traitement des factures, c'est considérable. Oui, donc tout le monde s'y retrouve, aussi bien le client final que vous, le cabinet, quoi. Ouais, c'est clair. Alors moi, je donne juste un exemple. J'ai vu des entreprises, des TPE-PME, avoir une centaine de factures d'achat par mois. Lorsque les opératrices comptables saisissaient la centaine de factures, il leur fallait à peu près l'équivalent d'une journée et demie de travail pour les saisir les 100. Et aujourd'hui, ils sont tombés à peu près à 3 minutes de traitement. Donc, ils mettent toutes les 100 factures dans le bon ordre, c'est tout. Enfin, dans le bon ordre. À l'endroit, Dans on le va dire. désordre. Dans le désordre, oui, mais dans le bon sens. Dans le bon drive. Voilà, dans le bon drive. Et puis, et c'est parti. Et 3 minutes après, il y a 100 écritures qui ont été totalement scannées, détaillées, avec des taux de fiabilité qui sont remarquables, effectivement. Cyril, l'optimisation, concrètement. Alors, sur la collecte et l'optimisation, aujourd'hui, ce qui est assez impressionnant, c'est au niveau de l'IA, c'est l'assistant de réunion. Je trouve que la collecte et la structuration des informations qui sont données durant ces réunions et la synthèse qu'arrive à faire l'IA et déterminer les actions imputées à chacun, je trouve qu'il y a un élément de traitement qui est assez impressionnant, surtout si on arrive à donner un contexte. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Et là-dessus, Loom, qui est aussi un outil de la suite Atlassian, permet d'intégrer l'IA et donc sur une réunion faite au sein des équipes, permet de faire le lien à la fois avec les échanges qu'il y a sur tous les interlocuteurs présents, faire le lien avec les projets Jira et les pages Confluence, afin de faire une synthèse, de créer des tickets qui sont dans les bons projets associés à chacune des actions prises durant cette réunion. Et c'est ça qui est le plus important, c'est finalement c'est ce contexte et cette base de données, et sur quelle base on travaille. Et tu mentionnais le fait qu'aujourd'hui, tous les trois, on travaille sur des bases fermées, propres à l'entreprise, et c'est là d'où vient la force finalement de l'IA. Et cette analyse de contexte et associer l'échange avec ce contexte, tout en comprenant les nuances, en effet, lors de l'échange. On va faire aussi un petit sondage. Je pense que parmi vous, il y en a certains qui utilisent justement ces agents ou ces plateformes de gestion des réunions. Qui utilisent des outils de ce type? Il y en a beaucoup, beaucoup moins. Je suis étonné, je m'attendais à beaucoup plus. Donc, je vous encourage à regarder effectivement ces outils. On les trouve aussi bien sur du Teams, du Red AI, du Loom, du Otters, etc. Ce sont des outils qui, pour certains d'entre eux, sont même complètement gratuits. Alors après, sur des durées relativement limitées, certains, ça peut être pour 1 heure de réunion seulement, mais en 1 heure, on a quand même quelque chose d'assez efficient. Et c'est effectivement un moyen d'optimiser le temps et d'avoir des to-do list, typiquement, après des réunions, des plans d'action, d'avoir un historique, une synthèse rapide de réunions. Moi, je sais que c'est un outil que j'utilise beaucoup depuis presque 2 ans maintenant, et ça me fait gagner un temps absolument énorme. Thomas, autour de l'optimisation, qu'est-ce que tu peux nous raconter? Alors, je vais faire un petit hashtag itération. C'est-à-dire qu'il faut bien imaginer que tout ne va pas se faire comme ça, y compris si c'est de l'IA. C'est-à-dire que quelque part, il va y avoir des processus d'incrément pour bien expliquer à l'IA. D'ailleurs, l'IA, je fais une autre parenthèse, c'est assez intéressant parce que des fois, je pose des questions à l'IA et je n'ai pas du tout la réponse que j'attends et pourtant, je me suis formé au prompting, etc. Et des fois, je pose des questions à mes salariés et je n'ai pas du tout la réponse que j'attends. Et je me dis, ça vient peut-être de toi. Et donc, la façon dont on va poser les questions, entraîner l'IA est très importante. Et ça veut dire qu'il faut y revenir plusieurs fois parce que ce qui nous semble évident à nous ne l'est peut-être pas autant que ça. Donc ça, c'est la première introduction de ce que je voudrais répondre. Et dans ta question, il y avait deux parties et je voudrais peut-être revenir sur passer à l'action. Je vais donner l'exemple d'un de nos clients dont le métier, c'est de faire de l'intermédiation entre des dentistes
et des mutuelles sur lesquelles il faut faire ce qu'on appelle des DPEC, des demandes préalables de soins, je ne me souviens plus du EC. Et pour enrôler donc, les dentistes dans leur base de données qui payent en fait pour ça, ce qui était fait, c'est qu'on collectait la carte professionnelle du dentiste, son cabis, son assurance professionnelle, tout un tas de documents. Et là, les employés, ils allaient sur chacun des documents, parfois scanner à l'envers, machin. Et donc, ce qu'on a fait, c'est un premier jeu d'un agent sur une plateforme souveraine qui faisait de l'océanisation, mais un peu plus intelligente, parce que ça permet de prendre des choses. Puis après, on a structuré cette donnée pour qu'elle soit dans un tableau type CSV, c'est-à-dire nom du dentiste, son numéro, quand est-ce qu'il a commencé, les diplômes qu'il a, etc. Et troisième étape, et là l'optimisation passée à l'action, injecter cette donnée directement dans le système d'information Zoho qu'on a développé pour le client. Mais ça a duré 4 à 5 mois, c'est-à-dire que d'abord, il faut bien caler ce qu'on cherche à avoir comme données. Parce que si c'est pour remonter les bas d'email qui disent que la personne est en vacances, par exemple, ou des données qui sont un peu polluantes, donc là, il faut lui dire non, je veux pas ça, je veux ça, je veux pas ça, je veux ça. Puis ensuite, structurer la donnée de façon à ce qu'elle soit importable dans un logiciel dit classique d'import avec du CSV. Et enfin, utiliser cette donnée pour après mettre d'autres agents en place. Par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, je voudrais ouvrir une autre micro-parenthèse. Je suis le roi de la micro-parenthèse, tu me connais depuis 15 ans, Thierry. La folie et la force qu'on voit, c'est que quand Pierre disait dans le désordre, c'est que vous avez une application métier quelle qu'elle soit. Vous vous amusez un jour à faire un copier-coller, y compris avec tous les menus, avec tout un tas de trucs. Si vous avez un agent qui est un minimum entraîné, pour vous, ça sera illisible parce qu'il y aura tout le texte, mais lui, il va comprendre en fait le sens. Donc, ce qui est fou, c'est que même quand on n'a pas des intégrations très fines avec des applications métiers, vous pouvez penser différemment et travailler dans le désordre, comme le disait tout à l'heure Pierre. Dans le chaos. Dans le chaos. Je ne dirais pas que c'est du NoSQL, mais on est dans une logique où je te balance en data lake, mais vraiment désorganisé, et l'IA s'en sort incroyablement bien, en général. Tout à fait. Alors, le troisième thème, alors pour moi, il a double sens. Piloter, je vous propose de l'aborder de deux manières. Le pilotage au niveau du pilotage de la data finale, donc là, on arrive en bout de chaîne quelque part. Puis après, j'aimerais bien qu'on puisse dire un petit mot sur le pilotage, mais là, cette fois-ci, en termes de gouvernance et d'éthique. Typiquement, est-ce qu'il faut un organe de gouvernance de l'IA dans les entreprises, quelle que soit leur taille ou pas? Est-ce que c'est essentiel? Ou comment on pallie ce problème? Donc, dans un premier temps, le pilotage de la data. Bon, chez Pierre, je pense que c'est assez simple. Oui, c'est assez simple, mais on se prépare à l'étape d'après, puisque l'étape d'après, ça sera la facture électronique. Du coup, les données elles seront toutes digitales avec une très très grande précision. Donc, notre objectif, nous, c'est de faire en sorte qu'on retire de ces données encore plus, pour pouvoir nourrir non plus une comptabilité générale, mais une comptabilité analytique qui permettra de pouvoir donner à nos clients des outils de pilotage beaucoup plus fins avec de l'analytique. Il faut s'y préparer parce que tu parlais du comportement des clients à payer en fonction d'anticipation de problèmes de facturation. Il faut bien savoir qu'avec la facture électronique, s'il y a une erreur dans le libellé de la commande ou théoriquement, le client il doit répondre tout de suite en disant « je ne suis pas d'accord avec cette facture ». S'il ne l'a pas fait, il doit la payer à l'échéance. Donc les comportements, il va falloir prendre en considération un contexte différent sur le comportement des clients, mais je pense que ça va être très 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 louable et valeureux pour améliorer le crédit interentreprise. Cyril, pilotage. Alors, sur le pilotage, là, j'avoue qu'au sein de l'outil Atlassian, de la suite et d'intégration faite, le pilotage est plutôt simple. C'est jusqu'à quel volume de data on est prêt à intégrer pour pouvoir exécuter de l'IA ou un agent IA dessus. Globalement, c'est tout ce qu'on veut partager, tout ce qu'on veut finalement donner en termes d'alimentation, qui peut être... Il n'y a pas de minimum nécessaire. Il n'y a pas de minimum nécessaire. Parce qu'il y a des solutions logicielles aujourd'hui qui attendent d'avoir une certaine masse d'informations pour déclencher leur IA. Je connais ça dans certains CRM. Non, mais là, par défaut, à moins de partir vraiment de zéro,
Donc ça fonctionne dès le début. Dès le début, il y a une première analyse, en effet, d'une expression, d'une feature, enfin d'une fonctionnalité pour la décliner en story. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de frein. On est plutôt sur l'analyse syntaxique par rapport à ça. Donc c'est plutôt le modèle sur lequel s'est entraîné l'IA qui va pouvoir faire ça. Maintenant, pour répondre de façon très pertinente par rapport à un besoin de la société, en effet, le jeu de données complet de la société a besoin d'être présent et alimenté au fil de l'eau. Ça, c'est sur la partie, on va dire, pilotage et gouvernance de la donnée. Il faut être le plus large possible au sein de son cocon de l'entreprise, potentiellement. Et après, on parlera peut-être après de la partie gouvernance ou la partie éthique, on fera un deuxième tour. On fera un deuxième tour. Alors, derrière le mot pilotage, quand on a fait de l'informatique comme moi depuis de nombreuses années, on va penser tout de suite business intelligence et on va penser indicateurs de pilotage et KPIs. Et moi, ma pensée, et peut-être je suis toujours un peu à contre-pied, mais ma pensée, c'est ce que j'ai dit à un de nos clients qui nous a demandé tous les mois, depuis 5 ans, d'améliorer ces tableaux de bord de pilotage qu'on fait dans Zoho Analytics, qui est un concurrent de Power BI ou Tableau, par exemple. Et à un moment, j'ai réalisé en l'accompagnant de façon très fine que l'IA allait changer complètement ça, où en fait, ces besoins qui nous exprimaient en début de mois, et puis on n'avait pas les équipes sur le moment, et on mettait du temps, l'IA, et on lui a fait un petit agent qui en fait lui permettrait de formuler toutes les questions qu'il voudrait, qui lui passerait, y compris à 3 heures du matin s'il en avait envie, pour avoir son dashboard de rêve qui intègre une 3e dimension, qui est plutôt en mode colonne ou en mode nuage ou en mode heatmap, etc. Et donc le pilotage, à mon avis, va grandement changer avec l'IA, où en fait la BI dite statique, qui remonte des dashboards, tous les mêmes pour un comité de direction, etc. Cette logique de remonter des choses qui seront toutes les mêmes va être là, mais il va y avoir une vraie logique dynamique de facilité de construction, y compris pour des gens qui n'ont pas le niveau ceinture noire de faire du SQL pour être capable d'aller chercher des tables, etc. Et on va pouvoir interroger l'IA qui va donner des réponses textuelles, mais aussi va fabriquer des tableaux de bord à la demande et à la volée. Et ça, c'est juste impressionnant. Et je vais donner un exemple de pilotage. Tout à l'heure, on parlait d'outils de collecte de données quand on a des visios ou de la voix sur IP. Nous, on est partenaire d'un excellent outil qui s'appelle Lexi. Et là, il y a du pilotage inattendu. C'est qu'on est capable de prendre le script d'un commercial sur sa phase de découverte, sa phase d'objection, sa remise de l'offre, etc. Et on le découpe en fait dans un scénario et on va mettre du pilotage avec des KPI sur la bonne tenue, des temps passés, qu'il n'ait pas raté une étape, etc. Et être capable de dire, ben voilà, on va faire un petit bilan, alors tu vends vachement bien, c'est super, tu as les bons KPIs, ou au contraire, tu as vraiment du mal à vendre parce que la phase de découverte, tu ne l'as pas du tout. Donc ton temps, ton KPI, quel qu'il soit, que ce soit du temps passé ou un certain nombre d'arguments, il n'est pas là. Et tu n'as pas de résultat parce qu'en fait, tu rates complètement la compréhension de la phase découverte en amont. Donc l'IA amène des KPIs complètement fous parce que c'est du textuel, c'est du subjectif qu'on n'imaginait même pas il y a encore 2 ans. Merci Thomas. Alors justement, toujours autour de ce mot piloter, mais cette fois-ci sur la gouvernance et l'éthique, qu'est-ce que vous pensez de cette question qui se pose dans certaines entreprises, de ce pilotage éthique? Alors nous, c'est assez simple, puisqu'on fait c'est de la formation d'entreprise. Il n'y a quasiment pas d'information de particuliers, à part dans le social, mais comme c'est des écritures de masse, on peut faire en sorte que ça ne soit pas individualisé. Donc à partir du moment où on gère l'accord de nos clients sur l'utilisation de leurs données dans un souci de pouvoir améliorer l'information qu'on peut leur donner en termes de tableau de bord et d'analyse de leurs comptes, les choses sont assez simples. Et puis actuellement, on est vraiment dans l'open source, on reste en circuit fermé, donc on n'a pas l'impression d'être victime d'informations venant de l'extérieur ou de donner de l'information à l'extérieur ou de pouvoir être victime d'influence d'extérieur sur nos algorithmes. Vos clients sont informés que vous utilisez une IA comme Mistral, etc. Il y a des réactions par rapport à ça? Ils sont plutôt contents d'avoir une IA souveraine ou pas particulièrement? Oui, tout à fait. Oui, d'accord. Ce serait ChatGPT, il y aurait peut-être un peu plus de réserve. Je ne sais pas du tout. Bon, il n'y a pas d'open source ChatGPT à ma connaissance, à moins que je me trompe. Mais bon. Cyril, la gouvernance, l'éthique? Alors, par rapport à l'utilisation, en effet, des données, comme pour Pierre, ça reste au sein de l'entreprise. Du coup, la manipulation de données, en effet, il y a un besoin d'un consentement, même si tout ce qui est produit par un employé au sein de l'entreprise appartient à l'entreprise. Ça reste dans le giron de l'entreprise.
Après, on peut se poser la question, dans cette notion d'éthique, c'est les conséquences de l'utilisation de l'IA au sein de l'entreprise. Et c'est vrai que ça peut faire peur d'avoir une IA, parce qu'on peut craindre sur certains postes, certaines fonctions. Mais on a eu un bel exemple là, qui a été donné finalement d'un travail de stagiaire, de délimitation d'un rein, finalement fait par l'IA, ça apporte un plus. Et finalement, le stagiaire a peut-être une autre valeur ajoutée ailleurs au sein de l'entreprise. Et je pense qu'il y a peut-être là-dessus qu'il faut travailler sur qu'est-ce que l'intervention de l'IA au sein de l'entreprise. Ça peut être la redéfinition de postes, d'activités, de choses qui peuvent être peut-être plus pertinentes pour les gens et moins de tâches peut-être trop rébarbatives, répétitives, qui peuvent être faites justement par un agent IA. Thomas, gouvernance, éthique. Alors, j'ai plein d'idées, plein de choses qui me viennent. Je vais rebondir juste là-dessus à chaud. J'ai discuté avec une personne assez affûtée en IA qui disait le problème aussi de l'IA, et par rapport à ce que vous disiez, c'est que le stagiaire, en analysant, en faisant ça, il va bûcheronner un peu, il apprend son métier. Dans le consulting, c'est en portant les mallettes un peu des consultants les plus seniors ou des directeurs qu'on apprend son métier, qu'on fait des slides. Et c'est vrai que maintenant, avec des outils comme Gamma, on va mettre ça, et donc là, éthiquement, on se dit aussi qu'on va avoir toute une tranche de population qui va arriver sur le marché et qui va faire des bêtises. Et nous, les premiers, il y a 2 ans, on collectait la donnée en voie sur IP, et j'avais des jeunes qui avaient envoyé des emails en disant « nos produits ZOO ». Z-O-O. Sauf que nous, il y a un H au milieu, et ce n'est pas la même chose que d'avoir des animaux que d'avoir une suite applicative sur le cloud. Donc, à chaque fois qu'il y a des nouveaux arrivants chez nous, je dis bien qu'il faut être critique, il faut avoir l'œil aiguisé. Il y en a un certain nombre de mon équipe qui sont derrière dans la salle, donc ils vont reconnaître des briefs que j'ai fait dernièrement. Donc il y a vraiment cet aspect-là un peu sociétal. À côté de ça, côté éthique, je vois souvent des patrons qui disent « Ah, moi l'IA, ça me fait peur, etc. etc. » Sauf qu'ils ne peuvent pas empêcher les gens derrière d'utiliser l'IA, et souvent dans des mauvaises conditions, avec du ChatGPT qui n'est pas payé. Donc forcément, si vous ne payez pas, vous êtes vous-même le produit. Maintenant, je pense que tout le monde se met d'accord sur le fait que c'est quand même un petit peu stabilisé. Être capable de se dire, ben oui, je vais aller vers une logique d'IA, ou je vais avoir une IA même en local, parce que tout à l'heure, on parlait d'open source. Nous, on a fait des tests en local d'open source, ça tourne plutôt bien. Donc effectivement, il y a tout un marché qui est en train de gagner en maturité. Ça a été le Far West côté éditeur il y a, je pense, 2-3 ans. Et moi, je ne suis pas dans les serveurs de OpenAI ou d'autres pour savoir ce qui se passe. Mais effectivement, des professions à risque comme les experts comptables, par exemple, il faut envisager d'avoir de la donnée qui tourne sur elle-même ou sur des serveurs souverains, etc. Alors, j'ajouterai peut-être un complément. Il y a une annonce en mois de janvier dernier au CES de Las Vegas qui a, je pense, quand même rebattu pas mal les cartes. C'est NVIDIA qui a fait l'annonce d'un nouveau boîtier qui est une sorte de mini-box qui fonctionne en teraflop, qui coûte $2500 et qui va permettre à toutes les entreprises de pouvoir s'équiper d'une sorte de box qui sera 100% compatible IA et qui va permettre de travailler sur les data lakes, sur les bases de données de son choix. Donc on pourra choisir, on peut, parce que ça existe déjà, on peut choisir les tuyaux, les ouvrir à l'extérieur et ainsi de suite. Donc ça veut dire que dans très peu de temps, on aura des constructeurs qui vont proposer des machines dotées donc de processeurs beaucoup plus puissants que ce qu'on a aujourd'hui avec du Intel, du AMD et autres, et qui vont permettre donc de pouvoir individualiser sa base d'IA, son moteur d'IA à l'intérieur de son entreprise sur les trafics que l'on désire. Voilà, on ouvrira les tuyaux absolument comme on le veut. Alors ça a commencé dans l'universitaire, dans le scientifique. Certains grands comptes sont en train d'y travailler, les ETI, et ça va descendre dans les PME, PMI. Pour tout vous dire, j'ai mangé à midi avec ceux qui le connaissent peut-être, avec notre seul fabricant de PC français qui s'appelle Cube, que vous connaissez peut-être, qui fait des petits cubes absolument extraordinaires. Cube est en train de travailler aujourd'hui avec NVIDIA à ce type de machine, donc pour nous mettre à disposition, certainement d'ici la fin de cette année ou le début de l'année prochaine, des petits cubes spécifiques au traitement de l'IA. Donc voilà, c'est quelque chose qui va très certainement se démocratiser. Et derrière, se posera la question effectivement de l'éthique et de la gouvernance, parce que ça va être tellement démocratisé qu'il faudra bien y mettre des limites. Ok, je poserai une dernière question, cette fois-ci plutôt à la salle, on est bien dans le timing. Cette fois-ci, ce serait de savoir un petit peu quels sont les freins principaux au passage à l'IA. Donc je vais vous proposer de répondre parmi 3 questions. D'après vous, le frein, c'est la technologie, les compétences ou la culture? Donc, est-ce que c'est la technologie? Levez la main.
Ceux qui pensent que le frein principal serait la technologie? Est-ce que ce sont les compétences? Pas de main. Ah, il y a une main, 2 mains, 3 mains, 4 mains. D'accord, il y en a peu. Et, excusez-moi, les compétences. Et la culture. Donc c'est la culture. Donc c'est peut-être d'où votre présence aujourd'hui pour vous acculturer, effectivement. Ok. Bien. Alors, moi, je terminerai peut-être avec, pour ceux qui veulent se lancer dans l'IA, les pièges à éviter, les bonnes pratiques, en quelques mots, si vous voulez donner un dernier conseil, et on passera aux questions après. Oui, moi, je pense que la meilleure pratique, c'est d'accompagner l'intégration de l'IA avec la conduite du changement pour accompagner ses collaborateurs dans leur évolution. On va leur demander d'avoir des tâches différentes, de monter en compétences, et pour eux, ce sera beaucoup plus épanouissant. Donc, je pense que la principale chose à faire, c'est d'accompagner ses collaborateurs dans cette conduite du changement pour leur permettre de se révéler un peu plus dans leur travail. Et se responsabiliser un petit peu aussi autour de ce sujet, quoi. Ouais. Cyril? Moi, mon conseil, ça serait de ne pas avoir peur d'essayer et, comme ce qui a été dit, de garder un œil critique, car ce qui sort de l'IA n'est pas une vérité absolue. Il faut avoir la capacité de critiquer ce qui sort de l'IA. Mais il faut tester et progresser en prompt, apprendre à faire des beaux prompts, ne pas lésiner sur le volume de données, de contexte qu'on donne dans le prompt, sur la réalisation, parce que c'est vraiment ça qui va faire la qualité du rendu de l'IA, finalement. Thomas, conseil? J'ai sorti en début d'été un bouquin sur Amazon et j'ai consacré tout un chapitre sur le fait qu'il doit y avoir des porteurs et des champions dans l'entreprise qui vont porter cette transformation et que c'est un projet à long terme que le dirigeant doit porter lui-même, selon la taille de l'entreprise, mais pour les tailles dont on parlait tout à l'heure. Mettre en place un certain nombre de choses comme on le fait avec nos clients, c'est-à-dire que typiquement on fait les 30 minutes de l'IA une fois par semaine chez nos clients, donc selon les jours parce qu'on ne peut pas être tous les lundis chez nos clients, pour que quelque part il y ait une acculturation, c'est le mot qu'on a dit tout à l'heure, qui progresse, et à un moment le sujet part, et c'est ce que moi j'ai constaté chez Mobix pour l'avoir lancé il y a un certain temps maintenant, où j'ai des équipes qui sont plus compétentes que moi et on ne pourrait pas leur enlever les outils qui se sont construits par les équipes. Alors on a un peu cette culture-là du data et de la digital, mais ne pas croire aux recettes magiques, ne pas croire que ça va se faire demain, ne pas croire qu'il ne va pas falloir payer des solutions pour... ne pas croire qu'il ne va pas falloir réinventer les postes dans l'entreprise aussi, parce qu'il va y avoir des transferts à faire, voire des choix à faire de profils dont le job pourrait être fait par l'IA. Donc c'est une grande aventure telle que moi je l'ai connue dans le digital il y a 20 ans, sauf qu'ici, c'est plus la loi de Moore où il y a des changements tous les 18 mois, c'est toutes les 18 semaines, oui. Où en fait une solution qui ne marchait pas marche, ou une solution qui était la plus géniale, 18 semaines après, elle est dépassée par une autre appli qui fait un truc en plus. Et c'est juste magique. Moi qui aime la beauté technique, j'ai souvent la larme à l'œil d'un truc qu'on arrive à faire et qu'on n'arrivait pas à faire, quoi. Merci Thomas. Bien, on a un bon timing là, donc si vous désirez poser un certain nombre de questions, on va faire passer le micro. Merci. On vous écoute. Bonjour. Vous avez déjà commencé à répondre, Monsieur Soulier, mais j'aimerais reposer une question sur qu'est-ce que vous diriez à un dirigeant qui serait réticent d'implémenter de l'IA dans son organisation, peut-être par manque de culture ou autre? J'ai pas bien entendu. Qu'est-ce que je lui dirais, moi? Oui, comment vous pourriez convaincre un dirigeant qui serait réticent à intégrer de l'intelligence artificielle concrètement, je lui dirais rien. Je lui dirais rien. Parce que quelque part, il faut que ça vienne de lui. Et on est dans un marché qui est en découverte. Et moi, j'ai accompagné le marché du digital. On était Google Partner. Donc, à un moment, s'il n'y a pas une volonté du dirigeant, je ne lui dirai rien. Et je passerai au dirigeant d'après qui a une vraie volonté. Et à un moment, c'est lui qui viendra à moi. Ok, merci beaucoup. Pour ma part, moi, j'aurai un échange avec lui, si je puis me permettre. Il a compris que c'était une posture, mais à un moment... il y a un proverbe anglais qui dit, et j'ai passé 15 ans en pays anglophone, « You can show a donkey the water hole, but you cannot force him to drink ». Tu peux montrer l'abreuvoir à quelqu'un, mais tu ne peux pas le forcer à boire quand bien même il a soif. Donc il faut qu'il y ait une vraie
volonté d'y aller parce que c'est très profond, les enjeux. C'est pas comme si c'était pour acheter un camion, par exemple, pour une boîte d'exploitation. C'est qu'il y a des peurs, il y a des enjeux sociaux, il y a des enjeux éthiques, et c'est des choses qui sont tellement profondes qu'à un moment, le consultant ou les consultants que nous sommes, on ne peut pas amener les gens à travailler toutes ces choses en profondeur et potentiellement ces peurs. Alors effectivement, je rejoins sur la profondeur, ça va être difficile. En revanche, je pense, pour l'avoir expérimenté, qu'on peut avancer par l'exemple, en leur montrant ce qui a été fait chez d'autres, chez des concurrents. Typiquement, j'ai fait ça avec un industriel récemment, où je lui ai parlé d'un concurrent direct qu'il connaissait parfaitement bien, en lui disant, lui, il a mis le pied dedans, il a démarré par quelque chose de tout petit, et il est en train de pousser l'IA progressivement. Je peux vous garantir que la semaine d'après, il me rappelait, il me dit, est-ce qu'on peut monter une commission en interne pour travailler sur l'IA chez moi? Donc, oui, je pense qu'on peut les réveiller. Maintenant, ceux qui sont bien endormis ou qui ne veulent pas en entendre parler, qui ont vraiment des peurs absolument viscérales, c'est très difficile. Effectivement, il y en a certains, il vaut mieux attendre que ça vienne d'eux-mêmes, parce que là, on ne fera pas grand-chose. Est-ce qu'on a d'autres questions? Et la première a été lancée, la seconde devrait venir facilement. Non, rien de spécial. Bien. Mais écoutez, ah si, tout au fond là-bas, la dame. Bonjour, du coup, Andréane Martini, responsable stratégique au sein de Bloom. Je suis dans une petite structure aujourd'hui et on utilise de plus en plus l'IA. Oui, vous m'entendez mieux? C'est bon là. Oui, et donc du coup, je me demande si aujourd'hui l'utilisation de l'IA ne risque pas de créer un clivage plus important entre les petites structures et les grandes structures, à savoir en termes de prix et de personnes aussi dans l'entreprise qui risquent de plus ou moins pousser à l'utilisation de l'IA. Alors, si vous faites référence à l'IA générative, si je peux me permettre, en particulier, je pense aux plateformes, quoi, les ChatGPT, les Claude, les DeepSeek et tout ce qui s'ensuit, ça reste relativement accessible aujourd'hui en termes de prix et de tarifs. Donc, il faut encore en profiter. Alors, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de gratuité, ou la gratuité est de plus en plus limitée, clairement. Donc là, on avait le temps pour tester. Maintenant, il faut dépenser quelques euros. Mais ça reste quelques euros. Donc, ça reste encore accessible pour ceux qui vont, pour le coup, la prendre au sérieux. C'est-à-dire que si on met 20 balles par mois, il faut qu'on en ait pour son argent, quelque part, même si c'est que 20 euros. Donc, il y a des gens qui, aujourd'hui, sont en train de faire le pas. Et justement, pour le coup, ils s'y intéressent avec plus d'applications parce qu'ils payent. Donc, c'est accessible aux petits, aux moyens et aux gros. Je pense. Pas de souci. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Moi, je pense qu'au contraire, c'est une chance pour les petites structures. Parce que des systèmes qui rendaient des services tels que le rendait l'IA avant dans des grosses boîtes, ça coûtait très très cher, c'était très compliqué à installer. Et en plus de ça, la petite structure va avoir une approche beaucoup plus agile pour mettre un petit peu tout le monde d'accord, se mettre d'accord sur un agent qu'on va paramétrer, qu'on va améliorer au fur et à mesure. Donc au contraire, moi je le prendrais vraiment comme une opportunité, c'est ce qui pourrait être vu comme un potentiel crise, une opportunité en basant son ADN sur l'agilité. Et allez, une dernière question. Pas de questions. Bon, sinon, on se tient à votre disposition. On va rester encore quelques minutes ici. Donc, si vous désirez échanger avec certains d'entre nous, il n'y a pas de souci. Après, je pense qu'il y a deux exposants. Cyril, tu exposes? Oui, Thomas aussi, vous êtes en bas. aussi. Donc, Oui, on a juste à côté. On a un stand vous êtes côte à côte. en bas au rez-de-chaussée, couleur violette. Le logo, il date de vendredi. On a eu les t-shirts dans les temps. Voilà. Un qui a réussi. Si vous ne le trouvez pas beau, vous ne me le dites pas parce que ça va m'énerver. Il était fait avec de l'IA, le logo? Et non, c'est là où on voit, on a une très belle... on a payé pas mal d'argent pour des gens qui nous ont expliqué le pourquoi, le comment, etc. Et on s'était dit, on va le faire en IA. Et au final, je ne regrette pas mon argent. Merci beaucoup à tous. Merci et bon après-midi.